il n'y a pas de promesse que le président de la République a faite à son homologue. Je pense avoir répondu sur la question ici. Si ce n'est la promesse d'avoir une relation normale entre États, si ce n'est l'engagement à construire une relation mutuellement avantageuse pour nos populations. Et aujourd'hui, nous avions fait beaucoup d'épas parce que le choix stratégique que le président de la République avait fait était un choix qui était risqué parce que notre opinion publique avait justement des doutes sur la sincérité du voisin. Et ces doutes, malheureusement, se confirment aujourd'hui en regardant l'attitude, mais à quelque chose de malheureusement parce que ça nous permet de comprendre qu'avec les voisins, on n'a pas besoin d'une République démocratique du Congo en paix, on n'a pas besoin d'une République démocratique du Congo qui se développe, on a besoin d'une République démocratique du Congo affaiblie sur laquelle on pille et on pille pour se construire. Sinon, lorsque nous étions à Goma en juin de l'année dernière, il y a eu des accords qui ont été signés publiquement, qui portaient sur des accords de double imposition. C'est des accords de facilité pour les populations qui traversent jour et nuit. Il y avait un accord qui prévoyait un mémorandum d'intention qui prévoyait une collaboration entre Sakima et une société rwandaise dite Air Limited. En dehors de ça, il n'y a rien. Pour ce qui reste, c'est une machine de propagande, justement, qui vise à salir l'image du président de la République, parce qu'ici, la volonté du Rwanda, et le président Kagame l'a dit hier à demi-mot, c'est de déstabiliser le président Tshisekedi et de faire de son mieux pour que le président Tshisekedi ne soit pas réélu. Toute cette gymnastique, c'est justement parce qu'il a compris que le Congo est sur la voie de la renaissance. Disons-nous les choses franchement, pour amorcer les deuxièmes volets de votre question. Si nous reconstruisons notre dispositif militaire, est-ce que les Rwandais vont bouger? Nous sommes en train d'y travailler parce que la complexité de la question, c'est peut-être la dimension du recul que nous tous nous devons avoir. Nous voulons apporter des solutions à des problèmes vieux, qui sont des problèmes structurels. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, même les recours aux forces régionales, c'est des solutions palliatives, c'est des solutions de court terme, juste pour nous permettre d'avoir un peu plus de temps pour conduire, comme nous devons le conduire, les processus de réforme qu'il a commencé. Je vous ai dit qu'il y a une loi de programmation militaire qui a été adoptée après 10 ans de navette à l'Assemblée nationale. Nous l'avons adoptée en une semaine parce qu'il y avait justement la volonté d'y arriver. Aujourd'hui, on a une politique de la défense. Aujourd'hui, les moyens, les structures sont mises en place pour que nous puissions commencer un cercle vertueux, une dynamique positive avec notre armée en partant des défis du moment. Et donc, mais tout ça, ça gêne de l'autre côté. Ça gêne parce qu'une armée forte en RDC, ça devient compliqué pour les autres de continuer les processus de pillage. Nous ne sommes pas belliqueux, on n'envisage pas d'aller attaquer les voisins, mais on veut assurer la défense de notre territoire national et son respect. Alors, vous avez parlé des garanties de bonne fin. L'engagement qui a été pris à Luanda, c'est un engagement des chefs d'État et des différentes organisations. L'Union africaine, à travers le processus de CIRGL, piloté par le président angolais. Vous avez la conférence les pays de l'Afrique de l'Est qui ont été représentés par le président burundais, les communiqués engagés pas seulement le président, mais toutes les communautés. Et les garanties du bonne fin y ont été mises parce qu'il est assorti d'un calendrier. Nous savions dès le départ qu'il y aurait des réalités sur terrain qui feraient que les choses soient compliquées, mais ici, l'option de la force n'est plus du tout à discuter. C'est des choses qui se feront et le moment venu, nous allons les constater parce qu'on ne viendra pas vous dire on annonce demain qu'on commence, mais vous sentirez qu'il y a une action militaire qui est imposée lorsque les gens ne font pas le choix du respect de la volonté des chefs d'État coulés dans ces mini-communiqués. Pourquoi vous parlez à Nairobi? Je pense que si vous avez suivi la séquence ou les séquences des discussions depuis qu'elles ont commencé, il y a eu des discussions qui se sont faites en RDC. Vous vous souviendrez que le professeur Chibangu, le mandataire spécial du président, était à Beni, était à Bunia, était à Bukavu, était à Goma. Et donc, Nairobi, c'est sûrement un endroit plus neutre, peut-être parce qu'il y a des problèmes de confiance, des discussions autour de ceci ou de cela, et parce que c'est les cadres fédérateurs qui permettent notamment aux autres chefs d'État, à la facilitation, de s'assurer que tout est fait. Mais pour ce qui concerne
nous l'avons montré la dernière fois, la volonté du président de la République est bien claire. Que ce soit à Nairobi, que ce soit en RDC, l'essentiel n'est pas d'abord les lieux, l'essentiel c'est de s'accorder pour arriver à faire déposer les armes, à les faire intégrer dans le processus de DDR-RCS, les retourner à la vie civile et avoir cette région pacifiée. Au sujet du M23, notre position, elle ne change pas. Parce qu'ici, il est hors de question de donner la prime à la violence. Nous l'avions dit. Tant qu'ils ne quitteront pas les localités occupées, ils ne viendront pas à la table des discussions. Et vous connaissez déjà l'alternative qui a été décidée par les chefs d'État. Je pense que sur cette question, cela doit être bien clair. Notre ligne à ces sujets ne changera pas.